Chapitre 5. Les logiques d'une normalisation. À quelles conditions une orientation politique devient-elle légitime? Le vote RN a longtemps été considéré comme un vote honteux, c'est-à-dire plus difficilement avouable que d'autres, en raison du stigmate public pesant sur cette préférence électorale. Voter Le Pen, c'est prendre le risque d'endosser les accusations de racisme et d'extrémisme. De ce fait, les enquêtes d'opinion ont été durablement confrontées au problème de la sous-déclaration du vote lepéniste, obligeant les instituts de sondage à procéder à des corrections sur les données brutes recueillies, des redressements, pour prédire au mieux les résultats des élections. De l'avis général, cette sous-déclaration du vote Le Pen est cependant de moins en moins effective aujourd'hui. Les élections régionales de 2021 constituent peut-être, à ce titre, un tournant significatif, puisque cette fois, la plupart des sondages ont surestimé les scores du parti par rapport à ceux effectivement obtenus. Les électeurs sondés ont alors vraisemblablement surdéclaré leur intention de voter RN pour finalement voter pour d'autres partis ou surtout s'abstenir. Dans la configuration nationale actuelle, le vote Le Pen se dit et s'assume de plus en plus facilement, ce qui n'est pas la moindre des victoires pour un parti qui cherche depuis longtemps à, comme le veut la formule, dédiaboliser son image. Cette honte électorale apparaît moins effective encore lorsqu'on se place à l'échelle des groupes sociaux concrets. Sur mon terrain, j'ai ainsi pu constater que si les personnes interrogées ont conscience que voter pour Marine Le Pen est un choix électoral potentiellement stigmatisant, c'est loin d'être le cas dans leur vie quotidienne, au cours des interactions concrètes avec leurs proches et leurs connaissances. Pour beaucoup, le vote RN est alors un vote normal, au sens où celui-ci se conforme aux normes sociopolitiques locales et rencontre l'assentiment des personnes avec lesquelles l'on partage des expériences de vie communes. Les préférences politiques sont en effet toujours collectivement fabriquées. Comme tout comportement culturel, le comportement électoral est conditionné socialement, les affinités politiques épousant les affinités sociales. À rebours du mythe libéral du vote comme expression d'opinion personnelle, élaborée par chacun en son fort intérieur, la sociologie politique a montré depuis longtemps que les individus votent toujours en groupe. Parce que chacun pense politiquement comme il est socialement, même dans l'isoloir et à bulletin secret, notre vote s'ajuste à celui des personnes qui comptent pour nous et n'est en aucun cas imperméable aux normes sociales, morales et politiques qui circulent dans nos foyers, nos milieux professionnels, le lieu dans lequel nous vivons. Il existe ainsi un sens des convenances du vote, venant tout à la fois accréditer certaines orientations électorales, mais aussi en discréditer d'autres. Le vote RN est la résultante de ces deux processus. Un vote pour, des raisons positives, validées collectivement, de choisir un bulletin Le Pen, mais aussi un vote contre, un rejet, lui aussi validé collectivement, des autres partis politiques, potentiellement concurrents du RN. Si le RN en vient à devenir une option électorale envisageable, souhaitable, désirée, c'est aussi en fonction des perceptions ordinaires, le plus souvent négatives, des professionnels de la politique, de ce qu'ils incarnent, des intérêts et des groupes sociaux qu'ils paraissent représenter. Perceptions ordinaires donc qui circulent dans l'espace local et au sein des collectifs où sont insérés les derniers. Ce contexte social dessine ainsi pour ces électeurs un espace des possibles politiques légitimes, déterminant leur pratique électorale effective. Comprendre la normalisation politique du RN nécessite donc de comprendre sa normalisation sociale, c'est-à-dire les processus par lesquels ce parti en vient à devenir non plus honteux, mais accepté, voire valorisé dans certains milieux et dans certains groupes. Comprendre à l'appui de quelles perceptions, normes et expériences partagées il devient normal, socialement, de voter pour Marine, comme on surnomme ici souvent, sur mon terrain, la candidate du Rassemblement national. Un vote stigmatisé. Dans mon enquête, comme dans d'autres, le constat selon lequel les gens qui votent RN vivent avec des gens qui votent RN se confirme. En matière électorale, la consonance politique des entourages est la règle. Elle fonctionne pour tous les milieux sociaux et politiques, pour toutes les orientations électorales. Et le vote RN ne fait pas exception. Tous les électeurs rencontrés ont en effet autour d'eux des personnes qui partagent leurs préférences électorales, qu'il s'agisse de proches familiaux, de connaissances professionnelles ou amicales, parfois juste de voisins. Cette homogénéité politique peut même entraîner
incompréhension et perplexité lorsque les résultats des élections, notamment nationales, tranchent avec les préférences politiques que l'on perçoit soi-même comme hégémoniques dans le milieu social et territorial où l'on vit. Ainsi d'Isabelle, une femme d'une quarantaine d'années, ancienne employée dans la restauration, reconvertie dans l'artisanat, qui ne parvient pas à accepter la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle de 2022. Lorsque je discute avec elle à la sortie d'un bureau de vote, lors des élections législatives qui succédaient au scrutin présidentiel, cette électrice m'annonce assez vite et sans hésitation qu'elle a voté pour le RN. J'assume complètement. Elle a toujours choisi Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles. Mais c'est en revanche la première fois qu'elle se déplace pour les législatives. Elle n'a pas supporté les résultats de la présidentielle et a donc souhaité réagir au scrutin suivant. Comment c'est possible ? Me répète-t-elle à plusieurs reprises à propos de la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, en insistant sur le fait qu'ici, ça vote Marine, et qu'elle ne connaît personne, alors vraiment, mais personne, dans son entourage, qui aurait voté pour Emmanuel Macron. Quand j'ai vu qui passait, j'y croyais pas, me dit-elle, ajoutant même quelques remarques méfiantes sur de potentiels trucages de sondage, mais aussi du décompte des voix. Les résultats nationaux, lui, sont aussi insupportables qu'incompréhensibles, du fait de leur contraste avec les dominantes électorales plus localisées qu'elle constate au quotidien. Plus généralement, le fait de savoir qu'autour de soi, au niveau social comme territorial, ça vote Marine, a des conséquences importantes sur les manières de se rapporter à son propre vote. Cette dimension collective et partagée produit de puissants effets de validation du bien fondé de cette préférence électorale, qui permettent en retour de neutraliser les diverses stigmatisations dont ce vote peut encore faire l'objet. À écouter les électeurs RN parler de leur vote, il est ainsi frappant de constater que beaucoup évoquent le caractère généralisé de leurs propres opinions et ressentis. Tout le monde pense ça ici, tout le monde vous le dira, je suis pas le seul à dire ça, etc. Insister sur cet aspect permet de relativiser le stigmate de l'extrémisme souvent accolé au vote RN. Si l'extrême est en réalité la norme, alors ce choix électoral cesse d'être déviant. On retrouve une logique similaire à propos de l'accusation de racisme. Celle-ci, et la réprobation sociale et morale qui l'accompagne généralement, semblent particulièrement intériorisées par mes interlocuteurs. Si l'on en croit le nombre de fois où, dans les entretiens comme dans les conversations informelles, elles se retrouvent tout à la fois anticipées et déniées. C'est pas du racisme, je suis pas du tout raciste, on n'est pas raciste, vous savez, etc. Notons bien qu'il n'est jamais question, pour mes interlocuteurs, de nier le lien entre leur vote et l'exaspération qu'ils ressentent à l'égard des immigrés. Ce lien est toujours reconnu, voire revendiqué. Y compris lorsque leurs motivations de vote sont présentées de prime abord comme une colère intransitive ou un désir de changement. Elle s'accompagne en réalité toujours de l'évocation de l'immigration et de ses implications supposées. Ce point est important à rappeler, tant le vote RN est souvent interprété comme purement protestataire, si ce n'est un vote aveugle. Or, la colère invoquée par les personnes interrogées n'est jamais générale mais orientée, se fixant notamment sur et contre certaines minorités spécifiques. Si, comme me l'affirme par exemple Pierrick, le vote RN est bien selon lui une marque de ras-le-bol général, il ajoute juste après, pas général, c'est juste qu'il y a des problèmes qu'il faut régler, point. Avant de détailler ces différents problèmes, que sont, à ses yeux, l'immigration, le communautarisme et l'insécurité. Il précise davantage son propos par la suite. C'est un vote pour arrêter le phénomène d'immigration, en fait, où on sait pas quoi faire. Mais par immigration, j'entends immigration de la partie Maghreb, quoi. Pierrick, 47 ans, est officier sapeur-pompier, père de 2 enfants, divorcé et de nouveau en couple au moment de l'enquête. Sa nouvelle compagne est employée municipale. Il est propriétaire d'un appartement dans une petite commune située à une quinzaine de kilomètres de la caserne où il travaille comme responsable des opérations. C'est sur ce lieu de travail qu'il me reçoit pour les 2 entretiens que je mène avec lui. Son vote pour Marine Le Pen, qu'il me confie à la fin de notre première discussion, se situe dans le prolongement d'une orientation politique à droite. J'ai toujours eu mes idées, mais toujours assez à droite, quoi. Son glissement vers le RN est rapporté, on l'a dit, à son exaspération envers une certaine immigration, rattachée dans ses propos à l'islamisme et à ce qu'il nomme l'insécurité plus plus. Il s'agit, il y insiste fréquemment, non pas de son avis propre, mais d'une opinion très largement partagée. Par ses collègues tout d'abord,
Il y a une forte proportion de pompiers qui votent FN, hein, parce que pour les pompiers, avec ce qu'on vit tous les jours, etc., on voit qu'au niveau sécurité, on touche le fond, quoi. On touche le fond du fond, quoi. Mais aussi bien au-delà de cette sphère professionnelle. C'est la priorité des discussions. Mais même dans les discussions de famille, quelles qu'elles soient, il n'y a pas un repas de famille où on va pas parler de l'insécurité, de l'immigration et compagnie. Hein. C'est unanime. Pierrick dit constater cet unanimisme, y compris dans ses conversations avec les personnes qu'il croise au quotidien au cours de ses interventions en tant que pompier. C'est ce consensus qui explique à ses yeux que le choix électoral du parti de Marine Le Pen soit de plus en plus assumé. Ici, il y a simplement 5 ans, personne ne vous dirait qu'il avait voté pour le Front National. Maintenant, n'importe qui le dit. Pour ses électeurs, il s'agit donc moins de nier leur rejet de certaines minorités que de souligner son caractère collectif et partagé, et donc collectivement certifié et légitime. La localisation des zones où le RN rencontre ses plus forts succès électoraux est d'ailleurs souvent évoquée et mise en lien avec la présence d'une immigration maghrébine. Y a qu'à voir là où ça vote Marine. C'est sûr que tu vas dans d'autres régions, t'as pas ce problème qu'on a là, hein. Les succès électoraux croissants du RN dans certains territoires viennent ainsi légitimer, par un mécanisme d'auto-renforcement, ce même vote au niveau individuel. Parce que indexé à une situation spécifique et partagé par un nombre croissant d'électeurs, le vote RN peut dès lors être présenté non plus comme pathologique, mais logique, non plus extrême, mais bien normal. De fait, au sein des mondes sociaux concrets dans lesquels les électeurs évoluent, un consensus paraît s'être installé à propos du caractère problématique de l'immigration. Cette protestation consensuelle s'expérimente dans les cercles de proches, mais s'entretient aussi au fil d'activités routinières. Robert et Marie, couple de retraités, m'évoquent par exemple leurs discussions lors de leur sortie pour aller faire leurs courses en supermarché. En entretien, alors que Robert et Marie multiplient les remarques xénophobes, je les questionne sur le caractère partagé ou non de leurs propos. Et il y a beaucoup de gens qui partagent ce que vous dites ? Ah bah oui, hein, oui, c'est l'évidence même. Hein. Ah bah oui, hein, tout le monde se plaint. Hein. Quand on voit les gens à Auchan, elle mime une rencontre avec une amie. Mon amie, elle me dit, ah bah t'as pas vu ce qu'ils nous ont fait encore ? Et patati et patata, et ça s'arrête pas. Entre nous, on se dit, ah bah tiens, et puis on en parle. Dans les milieux étudiés, il semble exister une forme d'accord moral, alimenté au gré des échanges quotidiens sur ce qui fait, et ceux qui font, problème. La plainte raciste ordinaire s'insère aisément dans les discussions de tous les jours, constituant ce que Goffman nommait des ressources sûres, c'est-à-dire des thématiques dont on sait qu'elles permettront d'alimenter sans effort les conversations et de maintenir l'interaction avec les personnes croisées. À travers cette insistance sur le caractère collectif de la préférence électorale lepéniste et de ce qui la motive, c'est aussi une certaine expérience de groupe racialisée qui se dessine. De ce point de vue, la dénonciation de l'acte de vote comme processus d'atomisation et, comme disait Sartre, de sérialisation, dénonciation encore active aujourd'hui au sein de la pensée critique, témoigne surtout d'une ignorance des processus résolument collectifs qui déterminent les pratiques électorales. En l'occurrence, rattacher le vote RN au repli sur soi, à une crise du lien social ou à l'anomie, est à mon avis une manière de battre en retraite sociologiquement, en expliquant cette préférence électorale par une sorte de défaut de social, sans voir que cette préférence est en réalité le produit de sociabilité partagée et la marque d'un sentiment d'appartenance à certains groupes sociaux auxquels on s'identifie positivement. Antagonismes sociaux. Le vote traduit et exprime à quelle image de nous, comme dirait Elias, les électeurs se rattachent. Cette expérience de groupe est dès lors opposable à d'autres groupes sociaux situés dans des univers politiques et symboliques différents. Si le vote RN apparaît particulièrement normalisé dans certains cercles sociaux, les électeurs interrogés ont conscience qu'il reste stigmatisé dans d'autres régions de l'espace social, au sein d'autres fractions de classe. Qu'ils émergent dans les discours entendus dans les médias ou lors de certaines discussions occasionnelles, les jugements négatifs sur le vote Le Pen peuvent être ressentis par mes interlocuteurs comme une mise en accusation de leur propre être social, par des personnes qui n'ont pourtant jamais été à leur place. D'où, par compensation, la légitimation de ce vote par le récit d'un vécu, de situations concrètes, qui procurent un crédit symbolique à opposer à ceux qui pensent savoir sans avoir vu, connaître sans avoir connu. Se dégage ainsi dans les entretiens
une certaine posture, celle de l'expérience authentique et directe d'un monde conflictuel et violent, qui n'est pas celui, pour reprendre des termes souvent entendus, des gentils, des bons samaritains ou des bisounours, qui n'ont jamais été confrontés à ces mêmes situations. S'agissant spécifiquement de la question du racisme, alors que celui-ci est usuellement rattaché à l'ignorance, les électeurs interrogés vont retourner l'accusation en mettant en avant, justement, leur connaissance du réel et de ses difficultés. Les entretiens sont d'ailleurs remplis d'anecdotes mettant en récit des changements d'opinion politique chez des personnes ayant péché, auparavant, par naïveté. Pierrick, le sapeur-pompier cité plus haut, me rappelle que sa compagne était, avant, à gauche. Tous les dimanches, elle faisait des gâteaux pour des associations avec, des associations de maghrébins, quoi. Et maintenant, elle est Front National, à fond Front National, quoi. Parce qu'elle a vu, elle s'est tellement pris de gifles, alors qu'elle donnait tellement de son temps, et pour rien, hein. De tels récits de conversion permettent de souligner comment, lorsque la réalité rattrape les personnes trop gentilles, les leçons de morale, et particulièrement sur le racisme, ne tiennent plus. Jean-Pierre, CRS à la retraite, me raconte avoir un jour été accusé par une femme bon chic bon genre de tenir des propos racistes contre un jeune homme qu'il venait d'amener au commissariat après une interpellation. Et le lendemain, elle revient et elle dit « Oui, j'ai été agressé par un arabe sur la place, là-bas, il m'a arraché le sac à main et il m'a frappé et il m'a déchiré les vêtements et tout. Et voilà, d'un seul coup, elle avait changé, quoi. Hein. D'un seul coup, elle désignait l'ennemi. Hein. Et l'auteur de l'agression, c'était un arabe. Elle a pas dit une personne ou quoi, non. Hein. L'antiracisme est relié tout à la fois à l'angélisme et à l'arrogance surplombante. Selon une logique similaire, Monique, 57 ans, employée, dénonce les artistes qui chantent contre le racisme et qui n'ont pourtant jamais été là où on est. Hein. Il y en a pas un qui vit comme nous. Hein. Et il faudrait les mettre dans des ghettos pour voir. Hein. C'est ça qu'il faudrait faire. Le vote RN s'inscrit dans ce sentiment d'avoir subi les épreuves et découvert progressivement une certaine vérité sur la conflictualité de la vie sociale. Et ce, à l'inverse de ces individus qui ne voient pas le problème parce qu'ils n'en ont pas, qui donnent des leçons parce que la vie ne leur en a pas donné. Ceux-ci sont très souvent, dans les entretiens, assimilés à la gauche. On reproche alors à ce camp politique une forme de suffisance et d'hypocrisie. Comme l'exprime Lucie, ci-dessous, « Ces gens qui s'affirment de gauche pensent toujours mieux savoir, tout en bénéficiant de conditions de vie relativement privilégiées. Et moi, ce que je reproche la plupart du temps aux gens qui s'affirment de gauche, parce qu'après, quand tu discutes avec eux, quand tu vois leurs conditions de vie, tu te dis mais est-ce qu'ils savent ce que c'est la gauche, quoi? Et ils ont toujours l'impression qu'ils sont plus cultivés, parce que la plupart du temps, c'est soit des enseignants ou en tout cas sortis de cette branche, quoi, et artistes et machin, tout ça. Donc ils ont une ouverture d'esprit et une culture, mais ils se trompent. Hein. Je supporte pas cette façon d'être suffisant. Si le terme de bobo n'apparaît guère dans la bouche des électeurs que j'ai pu interroger, c'est bien cette figure du privilégié moralisateur de gauche qui est mise en accusation. Figure qui s'incarne dans ces divers sociotypes que sont les profs, les artistes, parfois aussi les journalistes, soit les catégories les plus pourvues en capital culturel et spécialisées dans l'usage de la parole et des symboles. Il est frappant de constater à quel point, pour ces électeurs du RN, ce sont ces élites proprement culturelles, ou élites du diplôme, qui suscitent le plus d'hostilité et de défiance. Élites toutes relatives d'ailleurs, tant les donneurs de leçons qu'on m'évoque sont parfois simplement les responsables associatifs locaux, les cadres d'un service culturel de la ville, les instituteurs de l'école d'à côté, etc. Comment expliquer ce hiatus entre des écarts sociaux souvent minimes et les antagonismes sociopolitiques particulièrement forts qu'ils suscitent? Il faut peut-être ici rappeler que c'est le niveau de diplôme qui est le marqueur le plus prédictif du vote RN, davantage encore que le niveau de revenu. Les électeurs RN se caractérisent ainsi par une faiblesse relative de leur capital culturel par rapport à leur capital économique, et en particulier au sein de l'électorat lepéniste sudiste. Cette caractéristique a des implications importantes sur les manières subjectives d'apprécier sa propre place au sein de la société. De fait, les électeurs rencontrés ont le sentiment de devoir leur position sociale moins à leurs investissements scolaires qu'à leurs efforts au sein de la sphère professionnelle. C'est le travail, plus que l'école, qui leur a permis d'accéder à un emploi relativement stable et à un petit patrimoine, l'achat d'une maison notamment.
Ce type de trajectoire et de positionnement se trahit par la valorisation de styles de vie orientés davantage vers la réussite économique que vers l'accès à des ressources culturelles distinctives. Pour ces électeurs, qui entretiennent un rapport souvent difficile et défiant à l'école et plus largement à la culture légitime, les écarts sociaux vécus comme les plus vexants et les plus blessants semblent dès lors jouer avant tout sur ce plan culturel. À ce titre, l'anti-intellectualisme, souvent repéré à droite et à l'extrême droite, et la haine des clercs qui en découle, peut aussi s'interpréter comme le refus de cette violence plus insidieuse que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont nommé symbolique, dont l'ordre scolaire et culturel est l'un des foyers principaux. C'est donc bien une certaine forme de mépris de classe, aux deux sens du terme, qui est ici perçue dans les leçons données par ces petites élites culturelles et qui rend certaines différences sociales plus saillantes et plus conflictuelles que d'autres. A contrario, j'ai observé au sein du groupe étudié une valorisation des élites plus strictement économiques, y compris locales, les chefs d'entreprise connus, le petit patronat, qui ont réussi en travaillant. La critique de la domination économique des riches n'est toutefois pas absente des propos de mes interlocuteurs, mais elle semble alors réservée aux formes les plus excessives de richesse. On m'évoque ainsi les milliardaires, les richoux, les gros bourges, ceux qui veulent montrer qu'ils ont de l'argent, dont la présence est particulièrement visible en Sud-PACA, qu'il s'agisse des yachts que l'on aperçoit lors de vacances sur la côte méditerranéenne ou des résidences secondaires luxueuses dans l'arrière-pays provençal. Dénoncée lorsqu'elle est exubérante et ostentatoire, la richesse est ainsi pointée du doigt lorsqu'elle est jugée illégitime, bénéficiant à des fils à papa, des grands propriétaires ou des financiers qui regardent juste l'argent rentrer. La figure valorisée du bon patron ou du type qui a bien mené son affaire s'oppose donc à un ensemble restreint de figures négatives, banquiers, rentiers, grands patrons, parfois actionnaires. Ceux-ci, pour reprendre une expression souvent entendue, se gavent, en accumulant de l'argent de façon indue et excessive, et s'écartent ainsi d'une économie morale valorisant le travail, le mérite et la mesure. Ce sont donc ici avant tout les très riches, et au fond les trop riches, qui vont être dénoncés dans les discours ordinaires. À nouveau, en raison du rapport défiant entretenu vis-à-vis des sphères scolaires et culturelles, l'hostilité des électeurs du RN à l'encontre des groupes dominants du pôle économique est largement plus restreinte que celle qu'ils réservent aux groupes fortement dotés en capital culturel. Leurs représentations du monde social font ainsi apparaître, telle une carte anamorphosée, un hiatus entre les appréhensions subjectives des écarts sociaux et les distances de classe réelles. Tandis que de petites différences en termes culturels deviennent particulièrement marquantes et clivantes, la critique des dominants économiques apparaît bien moins saillante, ou en tout cas bien plus restrictive, alors que les écarts de niveau de vie avec eux sont bien plus béants. Antagonisme politique. Ces perceptions morales et affectives, socialement orientées, ont des prolongements politiques. Les affinités et aversions entretenues par les électeurs RN vis-à-vis d'autres groupes sociaux déteignent sur leur manière de juger et de jauger les professionnels de la politique et les différentes formations partisanes. Le déséquilibre des antagonismes que nous avons relevés entre les élites économiques et culturelles trouve ainsi sa traduction électorale dans le tropisme droitier caractéristique de l'électorat lepéniste de la région Sud-PACA, qui conserve une opposition de principe à la gauche et à ce qu'elle représente. Outre les traits négatifs évoqués précédemment, la gauche est considérée par mes enquêtés comme systématiquement favorable aux immigrés, sur le plan tant économique, par l'attribution jugée excessive d'aide sociale, que régalien, laxisme sécuritaire, politique de régularisation, etc. Il semble d'ailleurs tout autant acquis que, symétriquement, les minorités votent en faveur de ce camp politique. Si cette présomption n'est pas sans fondement, la question de l'abstention électorale de ces groupes, que l'on sait particulièrement forte dans les quartiers populaires, est peu prise en compte lors des entretiens. Elle est même inversée, les immigrés étant considérés comme particulièrement participationnistes. Leur présence dans les files d'attente des bureaux de vote les jours d'élection suscitant l'attention et l'inquiétude de beaucoup de mes interlocuteurs. La gauche est donc le nom donné par ces électeurs RN à cette synthèse politique amalgamant cultivés et minorités, et allant de ce fait à l'encontre, sur tous les plans, de leurs propres intérêts. Si l'aversion électorale envers la droite est moindre, l'enquête témoigne toutefois de la perte grandissante de légitimité de ce camp politique.
Au cours des entretiens, certaines personnalités politiques sont particulièrement citées, comme l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Mais Sarko a déçu, voire trahi. Beaucoup des électeurs les plus âgés que j'ai rencontrés correspondent en effet assez nettement au profil des lepéno-sarkozystes identifiés par la chercheuse Nona Meyer, c'est-à-dire des électeurs qui, après avoir voté pour ce candidat en 2007, ont manifesté par la suite un mécontentement croissant vis-à-vis de la droite du gouvernement. Ainsi de Philippe, commerçant, qui me déclare ne pas s'intéresser à la politique tout en se définissant cependant comme de droite, ce qui signifie pour lui avant tout ne pas être de gauche. « Je voterai jamais à gauche, hein, me dit-il en souriant et sur le ton de l'évidence. Ça c'est clair et net. Hein. Cet électeur a voté Nicolas Sarkozy en 2007, puis, déçu, s'est abstenu à la présidentielle de 2012. Sarkozy, après sa première élection, on l'a compris, hein, c'est le plus grand bandit de la Terre. Il a trahi tout le monde, c'est une grande gueule, je vais faire ci, je vais faire ça, mais il a rien fait. Hein. Si, il s'est gavé. Il s'en est mis plein les poches. Il a fait venir les Qatars à Paris, là. C'est lui qui a fait tout ça. Hein. C'est cette déception qui le pousse à voter pour Marine Le Pen aux élections suivantes. Ce basculement est à l'image des évolutions politiques du territoire de Sud-PACA, dans lequel la porosité électorale entre droite et extrême droite ne cesse de s'accroître au profit de cette dernière. Plus généralement encore, à l'échelle nationale et dans les dernières décennies, les succès du RN s'expliquent majoritairement par la radicalisation progressive de l'électorat de droite, notamment populaire. C'est la droite déçue, bien plus que la gauche, qui a, avant tout, alimenté les succès lepénistes. Dans les mots de Philippe, on aura remarqué l'utilisation, à propos de Nicolas Sarkozy, du même terme, se gaver, employé pour dénoncer l'enrichissement illégitime de certaines élites économiques. Ce registre est également mobilisé, sur mon terrain, à propos de certains élus locaux de droite dont le mandat a été entaché par des affaires de corruption. Notamment, l'ancien maire d'hiver droite d'une des communes étudiées fait l'objet d'un profond discrédit, accusé par beaucoup d'avoir creusé la dette communale tout en s'en étant mis plein les poches durant ses différents mandats. Outre les accusations de clientélisme, l'ancien maire est communément désigné comme quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent, qui traficotait les comptes communaux pour se faire du fric, et à nouveau se gaver, lui-même, mais aussi, au dire des rumeurs circulant alors, son épouse. En 2017, la situation de cet élu est fréquemment mise en regard avec celle de François Fillon, alors candidat de droite à l'élection présidentielle, et soupçonné avec son épouse d'abus de biens sociaux et de détournement de fonds. Au-delà de l'affaire Fillon, l'ex-candidat est également pointé pour le caractère trop manifeste de sa richesse, son château, les costumes qu'on lui aurait offerts, etc., qui renforcent le ressentiment chez les électeurs interrogés à l'encontre d'une droite qui se gave et qui n'est pas là pour nous. Cet écart croissant, social comme moral, ressenti avec les représentants de la droite, favorise le basculement vers l'extrême droite. Dans un espace des possibles politiques, où la gauche n'est guère une option électorale souhaitable et où la droite n'inspire ni confiance ni estime, le vote Le Pen apparaît d'autant plus envisageable et même justifié. La délégitimation progressive des partis concurrents et des groupes qu'ils représentent renforce ainsi, lorsqu'elle ne pousse pas à l'abstention, la légitimité du vote RN. Il est donc possible de repérer au sein des discours récoltés certaines différences dans les critiques apportées à la gauche, d'une part, à la droite, d'autre part. Mais il ne faudrait pas perdre de vue le fait que les politiques sont le plus souvent envisagés comme un tout, suscitant un même scepticisme, une sorte de méfiance de principe quand il ne s'agit pas de marques de dégoût. Je constate ainsi, au cours de mon enquête, une tendance croissante à l'indifférenciation dans la perception des positionnements au sein du champ politique, qui se manifeste par une défiance générale vis-à-vis des acteurs politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Les professionnels de la politique, et notamment ceux occupant des responsabilités nationales, sont perçus comme évoluant dans un monde différent et lointain. Parce qu'ils ne vivent absolument pas comme nous, ils ne peuvent qu'être peu sensibles aux préoccupations quotidiennes des citoyens qu'ils sont supposés représenter. Cette indifférenciation n'est pas sans lucidité sociologique. Au regard de la composition actuelle du personnel politique, marquée par une très forte uniformisation des profils sociaux, il n'est pas complètement faux d'affirmer que les acteurs politiques sont tous les mêmes, du point de vue de leurs caractéristiques sociales. Le populisme, dont on affuble souvent l'électorat du RN, ou de partis de gauche d'ailleurs, est ainsi moins la marque d'un affect politique rationnel que la traduction de la distance de classe objective entre gouvernants et gouvernés. Prenant en quelque sorte acte de la clôture croissante du champ politique,
Les électeurs RN que j'ai pu interroger ont une conscience aiguë du fait que les élites politiques sont également des élites sociales. Les représentants politiques sont ainsi considérés comme un groupe résolument dominant, situé dans le haut de l'espace social, c'est-à-dire dans un monde auquel mes interlocuteurs ne se sentent pas appartenir. De ce fait, les politiques, et tout particulièrement ceux du gouvernement, ou ayant déjà gouverné, sont très fréquemment taxés de profiteurs, voire de pourris ou de voleurs, qui utilisent leur position de pouvoir à des fins personnelles et financières. Les salaires des députés et le patrimoine de ministres ou de candidats peuvent également être évoqués avec une assez nette précision. Les politiques sont aussi accusés d'être de beaux parleurs, utilisant leurs beaux discours pour mieux nous la mettre à l'envers. Un enquêté me chantonne à propos des politiques la chanson « Parole, parole » interprétée par Dalida et Alain Delon. Dans ce cadre, le langage est cette arme mise au service d'une certaine hypocrisie et maniée pour cacher l'inaction ou l'impuissance politique. Ils disent « mais ils font rien ». Le monde politique, pris comme un tout, cumule ainsi les critiques portées tantôt aux élites économiques, une richesse trop importante et imméritée, tantôt aux élites culturelles, un usage abusif et, au demeurant inutile, de leur pouvoir rhétorique et symbolique. À ce titre, on peut remarquer qu'Emmanuel Macron, président de la République élu pour la première fois en 2017, concentre en sa seule personne ces deux registres d'accusation. D'une part, son appartenance au monde de l'argent semble relever de l'évidence. On me mentionne son passage à la banque Rothschild, certaines lois adoptées sous son mandat favorisant avant tout les gros, ou simplement son attitude, son exis corporel, sa manière de se comporter et de s'habiller. D'autre part, on relève souvent la fausseté du personnage, qui est certes intelligent, l'adjectif revient plusieurs fois, mais en qui on ne peut pas avoir confiance. Un candidat qui sait donc bien sourire et bien parler, mais pour mieux nous embobiner. Pathologie de l'argent, pathologie de la parole. Synthèse sociale sans doute assez inédite. Emmanuel Macron combine ainsi, aux yeux des électeurs RN, les tares attribués aux dominants tant économiques que culturels. De façon significative, un flou règne aussi sur son positionnement politique. Comme on me le répète à plusieurs reprises, lui, on ne sait pas trop où il est. Et ce, y compris en 2022, une fois son premier mandat passé. De ce point de vue, la stratégie du candidat président, consistant à réunir droite et gauche dans un grand bloc central, opposé aux populistes de tous bords, a en un sens porté ses fruits, en accentuant encore davantage la perception du monde politique comme un tout indifférencié et éloigné. Croire en Marine. Le RN échappe-t-il à cette défiance généralisée vis-à-vis des politiques ? Pour beaucoup des électeurs rencontrés, il s'agit de ne pas se montrer dupe. Comme on me le répète souvent, le RN, ça reste un parti politique. C'est-à-dire une institution à laquelle on ne saurait accorder une totale confiance. Laurent, mécanicien agricole, me l'assure. C'est des politiques, de toute façon, la politique, là t'es à un niveau où t'es obligé de toute façon de faire des trucs pas toujours très clairs, quoi. Philippe, commerçant cité plus haut, le RN au pouvoir, un jour on y arrivera, hein. Je sais pas si ça fera quelque chose, parce qu'ils sont tous pareils. Pour s'en mettre dans les poches, y a pas de souci, hein. La famille Le Pen, c'est pas des tristes hein, non plus. Christophe, pompier professionnel, un collègue de Pierrick, faut pas se leurrer, hein. Tu mets le Front National au pouvoir, tu crois qu'ils vont pas nous endoffer aussi ? C'est pareil, c'est un parti politique. Il ajoute cependant qu'il s'agit à ses yeux du seul parti qui peut peut-être faire quelque chose contre cette hémorragie migratoire qu'il y a actuellement. Cette dernière précision n'est pas négligeable en ce qu'elle traduit la reconnaissance minimale dont bénéficie le RN, au moins en matière de lutte contre l'immigration. Même s'il peut être parfois désabusé, le vote pour Marine Le Pen repose sur la conviction que, une fois son parti au pouvoir, celui-ci, à minima, ne soutiendra pas ces groupes repoussoirs que sont les immigrés ou les musulmans et n'ira pas dans le sens d'une préférence étrangère, comme le font, aux yeux de mes interlocuteurs, toutes les autres formations politiques. Pour ces électeurs qui n'ont pas encore cédé à l'abstention, en tout cas pour les élections présidentielles, le RN constitue le moins mauvais terme d'une alternative contrainte par l'état de l'offre politique. De la même façon qu'il a été montré que, dans certains milieux sociaux, les partis de gauche bénéficient d'une présomption de défense des minorités, le RN jouit ici d'une présomption de défense des majoritaires, qui constitue un solde minimal de confiance pour des personnes lui accordant leur suffrage. On remarque ici que la prise de distance à l'égard des politiques, et de la politique plus fondamentalement, n'implique pas une perte complète des repères chez les électeurs. Comme on l'a vu plus haut, le RN reste bien identifié aux enjeux sécuritaires et surtout migratoires, et c'est en connaissance de cause que l'on continue à voter pour ce parti. À nouveau,
L'idée selon laquelle on voterait pour le RN pour que ça change, et parce que l'on aurait déjà tout essayé, est à ce titre incomplète. Ce vote reste en effet orienté par des aspirations sociales et politiques spécifiques, qui vont porter prioritairement ces électeurs vers l'extrême droite, et non par exemple vers la gauche, y compris vers des partis qui n'ont pourtant pas été essayés non plus. Certains électeurs se montrent toutefois plus enthousiastes. Un même geste électoral peut en effet se traduire par une gamme variée de niveaux d'adhésion, allant de votes largement désinvestis à des pratiques électorales bien plus motivées affectivement. Il est dès lors intéressant de noter que, même sur fond de désintérêt grandissant pour la politique, le parti du RN, et plus encore la figure de Marine Le Pen, peut également être source d'espoir pour différents électeurs. Dans certaines circonstances, l'engouement pour Marine peut même permettre de renouer avec la pratique du vote et sortir de l'abstention. C'est le cas de Monique, déjà croisée lors des chapitres précédents, mère de famille divorcée et employée en CDI dans une entreprise de vente de médicaments. Cette électrice vote pour la première fois pour Marine en 2012, après avoir été longuement abstentionniste, en raison d'une malinscription sur les listes électorales après un déménagement, et plus généralement d'un faible intérêt pour la chose politique. J'ai jamais été trop dans la politique. Je m'informais pas de ces choses-là. C'est pas bien, hein, mais je faisais pas ce qu'il faut, quoi. Cette électrice va cependant développer un fort attachement à la personne de Marine Le Pen, qu'elle découvre d'abord à travers les médias. Avant les élections de 2012, je l'ai vue à la télévision. Elle était interrogée, et tout ce qu'elle disait, j'adhérais. C'était tout ce qu'elle disait, hein. Le discours de Marine Le Pen apparaît tout à fait ajusté à ses propres aspirations, en particulier sur l'immigration et la fermeture des frontières. Monique témoigne d'une xénophobie virulente qui structure ses perceptions du monde et ses conduites vis-à-vis des minorités, notamment arabes ou musulmanes. Le caractère explicite de son racisme s'explique aussi par un certain ethos que la sociologue Christelle Avril a caractérisé comme une virilité au féminin, que l'on retrouve particulièrement chez les femmes de classe populaire. Comme elle me l'affirme en entretien, Monique n'hésite jamais à ouvrir sa gueule même si ça plaît pas. Condamnant régulièrement l'hypocrisie des gens et leur manque de franchise, elle dit ce qu'elle a à dire et ne baisse pas les yeux. Au sujet de l'immigration, cette électrice ne se montre pas fataliste et en appelle même à la responsabilité de l'État. Les gens, quand on les entend, ils disent on n'a pas le choix, mais c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Déjà, premièrement, je suis désolé, mais c'est à l'État qu'il faut s'en prendre, parce que c'est l'État qui est responsable de ça. Lorsque je lui demande si l'élection de Marine Le Pen aurait pu, selon elle, changer quelque chose, la réponse est assez claire. Eh bien déjà, si elle avait fait ce qu'elle a dit, fermer les frontières de suite, elle l'aurait fait. Qu'elle les expulse aussi. Le discours de Marine Le Pen vient activer, par voie médiatique, des dispositions xénophobes latentes, lesquelles vont être nourries et renforcées par l'espoir d'un changement de l'ordre social, et notamment racial, existant. Pour Monique, Marine Le Pen, contrairement aux autres politiques, tient un langage de vérité et de réalisme. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle la trouve très claire et admire sa capacité à bien parler à la télévision et dans les débats. À propos du débat présidentiel de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, où la performance de cette dernière a été si abondamment commentée négativement dans les médias, cette électrice insiste au contraire sur le fait que sa candidate y a bien présenté ses bonnes idées et avait raison dans ce qu'elle disait. Parce qu'elle l'attaquait, Macron. Mais dans ses attaques, il y avait des réponses. Et moi, j'ai compris ces réponses. Monique comprend Marine Le Pen et a, par conséquent, le sentiment que Marine Le Pen la comprend. Par l'espoir qu'elle suscite, la candidate assure à cette électrice des prises sur le monde social et politique qui l'entoure. Même si l'ensemble du programme du RN lui reste peu connu, l'attachement personnalisé qu'elle éprouve pour la figure, les paroles et les idées de Marine vient légitimer cette option électorale dans son ensemble. Elle n'avait pas détaillé son programme, mais je savais déjà que je la soutiendrais. Parce que moi, je savais qu'elle avait des bonnes idées, même si j'avais pas... parce que le peu que j'avais lu, déjà, ça m'avait suffi. Et même, je l'aurais pas lu, j'aurais quand même voté pour elle. Parce que elle, ça fait quand même des années qu'on l'entend parler. Donc, on savait très bien ce qu'elle allait faire. Pour moi, il y avait qu'elle qui pouvait faire quelque chose. C'est vraiment juste Marine. Je l'ai repérée il y a quelque temps et depuis, je la suis et je vote pour elle. Selon un mécanisme bien connu de la science politique, et qui n'est pas réservé, loin de là, aux seuls électeurs de l'extrême droite, l'identification à un parti connu et reconnu, ici par sa présidente, vient servir de filtre perceptif permettant d'orienter et d'économiser ses consommations et pratiques politiques. Pour Monique, Marine Le Pen fait foi et constitue dès lors son principal repère électoral.
Zemmour, je le connais pas trop. La confiance quasi exclusive placée en Marine Le Pen explique, chez cette électrice, sa faible propension à voter pour d'autres candidats, y compris ceux dont les positions radicales seraient sur le fond assez proches des siennes. En 2022, par exemple, Monique n'a jamais envisagé de voter pour Éric Zemmour, essayiste d'extrême droite et candidat à l'élection présidentielle à la tête du parti Reconquête. Elle n'avait alors, me dit-elle, lorsque je l'interroge à ce sujet, pas assez confiance en lui. De façon notable, cette défiance repose moins sur des différends proprement politiques que sur le peu d'informations et de connaissances qu'elle possède à propos du candidat et de ses propositions programmatiques. Disons que je sais pas vraiment je l'ai pas assez écouté en fait, j'ai pas assez approfondi. Elle conclut, je le connais pas trop en fait. Au regard de l'important battage médiatique déployé autour du candidat durant la campagne électorale de 2022, cette méconnaissance de la figure d'Éric Zemmour a été l'une de mes surprises d'enquête. Lorsque je retourne sur mon terrain, à l'occasion de l'élection de 2022, je croise certes des électeurs, souvent assez politisés, qui assument pleinement un vote pour ce candidat. C'est le cas d'Ernesto, le surveillant pénitentiaire franco-brésilien évoqué dans le chapitre précédent. Manifestant des opinions très tranchées et explicitement racistes sur les questions d'immigration et d'insécurité, il vote Éric Zemmour au premier tour de l'élection présidentielle avant de se reporter sur Marine Le Pen au second. Depuis son acquisition de la citoyenneté française en 2009, il a principalement voté pour le RN et, en tout cas, à chaque fois, le plus à droite possible. En 2022, l'émergence du candidat Zemmour a trouvé ses faveurs. Il était beaucoup plus rigide. Il n'y avait pas de tcha-tcha-tcha avec lui et j'aime bien ça. Ce dernier lui apparaît plus rigoureux et plus combatif que Marine Le Pen, ce jugement n'étant sans doute pas exempt de biais sexistes et, par conséquent, plus crédible à ses yeux. Aujourd'hui, en France, on est face à un char de combat qui s'appelle l'immigration incontrôlable. Et pour arrêter un char de combat, il faut utiliser un char de combat aussi. Les écarts entre ces deux candidats ne sont cependant pas exagérés. Comme il me l'indique avec une métaphore, Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est le même bonbon, mais pas le même emballage. Actant que les différences entre les deux personnages politiques renvoient à des enjeux de forme plus que de fond, Ernesto n'éprouve aucune difficulté à voter pour le RN au second tour, même si Éric Zemmour conserve sa préférence. En revanche, chez d'autres électeurs RN, les plus nombreux, parmi ceux rencontrés en 2022, le candidat n'apparaît pas comme une option électorale réellement envisagée. Je recueille parfois des avis franchement négatifs sur sa personne. Par exemple, sur sa manière de parler qui n'inspire pas confiance, voire qui, comme j'ai pu l'entendre, hérisse le poil ou fait zapper lorsqu'il passe à la télévision. La nouveauté de la candidature d'Éric Zemmour éveille également une certaine suspicion. Fabrice, employé municipal, l'estime arriviste, comme les autres, et le compare même à Emmanuel Macron dans sa tentative de prendre rapidement le pouvoir. Mais ce qui domine avant tout est une forme d'indifférence, teintée de méconnaissance vis-à-vis du personnage et de son projet politique. Beaucoup m'avouent, à l'instar de Monique, évoqué plus haut, n'avoir pas trop regardé ce que proposait le candidat. En particulier chez les électeurs de milieux populaires et ou peu politisés. La figure d'Éric Zemmour apparaît lointaine, vague, et donc peu prise en compte au moment des décisions électorales. La surattention médiatique, dont sa candidature a bénéficié pendant la campagne électorale de 2022, contraste ainsi de façon saisissante avec le relatif désintérêt que j'ai pu observer sur mon terrain, et qui se retrouve dans les faibles scores finalement obtenus par l'essayiste par rapport à ceux de sa concurrente Marine Le Pen. La première remarque que l'on peut faire à ce sujet est que la candidature d'Éric Zemmour a donc attiré principalement, comme le montrent différentes enquêtes, les fractions les plus politisées et souvent les plus aisées de l'électorat d'extrême droite. La seconde est que pour toucher politiquement des électeurs moins intéressés au quotidien par le jeu politique institutionnel, la nouveauté n'est pas forcément un avantage. Au contraire, être une figure connue et reconnue depuis longtemps dans l'espace public peut être profitable dans la lutte électorale. Comme j'ai pu me rendre compte au cours de l'enquête, la candidate du RN a, pour elle, cet avantage d'être familière aux électeurs, ce qui n'est pas le cas, loin de là, d'Éric Zemmour. Le fait que Marine Le Pen, et avant elle son père, ait marqué depuis longtemps le paysage politique et médiatique, lui procure une forme de rente cognitive et affective. On la connaît, on l'identifie, on s'en souvient. Si cette marque Le Pen fonctionne comme repoussoir pour des parts encore importantes de l'électorat, elle permet symétriquement de consolider la confiance des électeurs qui penchent vers l'extrême droite, mais sont potentiellement tentés par l'abstention. De ce point de vue, la longévité politique paye, par l'empreinte qu'elle permet de laisser dans la mémoire électorale des citoyens, notamment chez ceux pour qui, et ce sont les plus nombreux, la politique n'est pas un enjeu central dans leur existence.
Cette longévité permet également la constitution au long cours d'une image sociale et politique capable d'imprégner durablement les représentations. Éric Zemmour, figurant tout un ensemble de caractéristiques élitaires, évoluant dans des milieux bourgeois et littéraires, habitué à l'art de la parole sur les plateaux télévisés, n'est pas parvenu à incarner ce peuple qu'il prétendait représenter. Par comparaison, on ne peut que constater que l'une des grandes victoires symboliques de Marine Le Pen, pourtant ancienne avocate et appartenant elle aussi à la bourgeoisie, est d'être parvenue à incarner, sur le temps long, une proximité avec les groupes populaires. Acquiescer à l'extrême droite. Enfin, la présence longue de Marine Le Pen et de son parti au sein du paysage politique peut avoir, par effet d'habitude, estompé l'image de radicalité souvent prêtée à cette formation. En premier lieu, il est à noter que beaucoup de mes interlocuteurs n'envisagent pas l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir comme une véritable rupture avec l'ordre politique existant. En particulier, la croyance selon laquelle le programme lepéniste, du moins ce qu'on en connaît ou pense en connaître, ne pourra pas être entièrement appliqué, même après une victoire du RN à la présidentielle, semble assez diffusée. Il est en effet régulièrement anticipé que le RN ne pourra de toute façon pas faire grand-chose une fois au pouvoir, soit en raison de l'impuissance des politiques de manière générale, soit du fait des contre-pouvoirs supposés puissants dans le contexte français. Comme me le prédit Clément, jeune électeur RN de 25 ans, de toute façon, elle fera un truc et c'est bon, hein, tout le monde va se foutre en grève, tout le monde va foutre la merde, tous les députés vont bloquer et puis en fait ils feront rien. Jean-Pierre, qui vote Le Pen depuis longtemps, ne se berce pas d'illusions. Tout ce qu'elle raconte, Marine Le Pen, elle tiendra à 52% de tout ce qu'elle promet. Faut être lucide, hein. Didier, agent de maîtrise dans une grande entreprise publique, anticipant les politiques migratoires que le RN pourrait ou non mettre en œuvre une fois à la tête de l'État. Mais qu'est-ce qu'elle pourra faire? Elle va mettre des murs comme Trump? Elle pourra rien faire. Les gens qui viennent parce que la France c'est l'Eldorado, elle pourra pas les empêcher de venir, hein. Et puis elle devra gérer avec l'Union européenne, donc bah non. L'anticipation d'une telle faiblesse politique permet alors de dédramatiser la possible victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, à la fois vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. Chloé, qui a voté pour la première fois pour le RN en 2022, partage cette vision des choses. Elle aussi a fait le même choix de Marine Le Pen, en se disant que, de toute façon, elle pourrait peut-être pas faire grand-chose non plus, hein. Chloé a 35 ans. Elle est employée dans la restauration rapide, fille de 2 ouvriers, en couple et mère d'un enfant de 11 ans, scolarisé dans le privé. Lors de l'entretien, elle m'avoue n'avoir jamais trop voté. Elle s'est, par exemple, abstenue lors de l'élection de 2017. Avant tout par désintérêt pour ces questions. La politique, c'est jamais quelque chose qui m'a trop passionné. Au cours des dernières années, elle déclare cependant avoir pris conscience de l'importance de voter, notamment parce qu'elle s'est trouvée entourée de personnes qui s'y intéressaient beaucoup plus. Elle mentionne notamment son ex-conjoint, avec qui elle a vécu plusieurs années, qu'elle situe politiquement à droite et dont elle dit partager les idées. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, elle choisit de voter pour la candidate LR Valérie Pécresse. Son programme m'allait bien, hein, et je l'avais un peu écouté, et j'aimais bien sa façon d'expliquer les choses. Elle avait l'air de tout bien maîtriser, hein. Quand elle voulait faire une mesure, elle expliquait bien où elle allait chercher l'argent et comment. Voilà, je trouvais ça bien. Si elle se dit très convaincue de ce premier vote, le choix du second tour pour Marine Le Pen suscite quelques hésitations de sa part. Comme elle l'exprime, il y a quand même un peu une culpabilité de voter RN, parce que on se dit quand même, on va jusque-là, quoi. Voilà, c'est culturel en France, l'extrême droite, il y a un gros panneau de danger, quoi, hein. Si voter Le Pen n'est donc toujours pas un geste électoral anodin, cette culpabilité est cependant surmontée par Chloé, qui ne juge pas ce parti aussi dangereux qu'on le présente parfois. J'ai pas peur de l'extrême droite non plus, parce que, enfin, je trouve qu'on continue de la diaboliser alors que bah c'est pas. Je sais qu'on est quand même en France, quoi. On est protégé par rapport à ça. Elle va pas faire des trucs au final. Et je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi, hein. Il va rien se passer de grave. Enfin, c'est pas une dictatrice. Elle regrette à ce titre que la droite se refuse à faire de véritables alliances avec le RN. Ils le font pas parce qu'il y a toujours cette culpabilité avec eux d'être alliés au RN, alors que c'est plus que c'était, hein. L'extrême droite ne serait ainsi plus aussi extrême qu'auparavant. Tout au long de l'enquête, j'ai pu constater à quel point l'idée que le RN se serait transformé en un parti moins radical s'impose comme une vérité communément admise, et par là sert de justification spontanée au vote pour Marine Le Pen. On me compare par exemple très souvent, en soulignant leurs différences, Jean-Marie Le Pen et sa fille. Le premier étant régulièrement qualifié de fou ou de violent,
et d'ailleurs souvent comparée à l'ancien président des États-Unis Donald Trump, quand la seconde bénéficie, elle, des allures de la respectabilité et de l'apaisement. Si le RN est toujours perçu comme différent des autres partis, sur certains points, notamment en matière d'immigration et de sécurité, la stigmatisation dont il fait l'objet dans l'espace public est jugée exagérée et obsolète, voire tournée en dérision. Ainsi, même si la préférence nationale constitue toujours la clé de voûte du programme lepéniste, même si les continuités de son projet politique l'emportent encore très largement sur les ruptures, il semble évident pour une part croissante de l'électorat que, quand même, la fille n'est pas le père, que le parti a évolué et qu'aujourd'hui n'est plus autrefois, qu'il ne faut pas exagérer. Si l'on en croit les enquêtes d'opinion, alors que le parti lepéniste a été considéré comme un danger pour la démocratie par une très large majorité de la population française jusqu'à la fin des années 2000, cet avis n'est désormais partagé, pour la première fois, que par moins de la moitié des électeurs. C'est cette évolution dans la perception générale du RN qui permet à certaines personnes, comme Chloé, globalement peu intéressées par la politique, plutôt à droite mais se décrivant comme une personne pas du tout extrémiste, de franchir le pas et de déposer un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. La petite musique de la dédiabolisation est donc parvenue à s'ancrer dans les représentations communes, faisant du vote pour l'extrême droite un acte dédramatisé, presque banal. La stratégie de dédiabolisation du RN, souvent attribuée à l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti en 2011, n'est en rien un phénomène nouveau. On pourrait même dire que ce parti a été créé dans cette perspective. En 1972, c'est dans l'objectif de rendre leurs idées plus acceptables, de s'accorder à la légalité démocratique et de pouvoir se présenter aux élections législatives de l'année suivante que des responsables d'ordre nouveau, groupuscules fascistes, fondent le FN. Dès le départ, ce parti a incarné, et incarne toujours, cette volonté de normaliser les idées d'extrême droite, c'est-à-dire de les ajuster aux règles institutionnelles en vigueur et aux normes dominantes de l'espace politique et médiatique. C'est une constante de l'histoire de ce parti que d'offrir, à différentes étapes de son développement, une nouvelle image, davantage rassurante et respectable, afin de capitaliser un électorat différent. Force est de constater que, plus de 50 ans après la création du parti, une telle logique persévère. Dans le même temps, cette stratégie de conformation n'a toujours été que partielle, puisque ce parti n'a cessé d'activer avec régularité des marqueurs de radicalité afin de conserver son image de parti protestataire et anti-système. Un autre invariant de son histoire est en effet d'avoir toujours suivi une stratégie d'autonomie partisane et de maintien de ses fondamentaux politiques et idéologiques. C'est à cette condition qu'il a pu entretenir son atypicité, garantie de son existence politique et de sa singularité au sein de la compétition électorale. Ce faisant, il est parvenu à maintenir une distance vis-à-vis des autres partis politiques, lesquels suscitent une défiance qui ne cesse de croître au sein du corps électoral français. Le parti lepéniste, comme d'ailleurs beaucoup d'autres partis européens d'extrême droite, a donc toujours joué de ce couplage entre normalisation et radicalité, combinant marqueurs de respectabilité et démarcation médiatique et politique, intégration au système et positionnement oppositionnel en son sein. Cette hybridation se retrouve sous diverses formes sur mon terrain. Premièrement, les opinions exprimées par les personnes rencontrées apparaissent paradoxalement à la fois protestataires et normalisées, au sens où elles renvoient à des crispations et à des revendications faisant consensus au sein de groupes sociaux dans lesquels ces électeurs évoluent. Un accord minimal existe, dans leur sociabilité ordinaire, sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne saurait durer, sur les problèmes qu'il faudrait régler. Le racisme occupe ici une place fondamentale, mais il se double d'une défiance envers certaines fractions des classes dominantes, et plus encore envers les politiques, tout particulièrement ceux ayant déjà eu une expérience de gouvernement. Les différents acquiescements ordinaires à l'extrême droite observés durant la recherche se réalisent sur fond de cette aversion sociale et politique vis-à-vis des élites gouvernantes. Les identifications politiques positives et négatives de ces électeurs convergent ici pour augmenter le stock de justifications disponibles à l'appui du vote RN, en faisant diminuer son coût symbolique et en augmentant sa légitimité locale. Deuxièmement, ce double visage du RN lui permet d'attirer différents profils d'électeurs. On sait qu'il n'existe pas un vote RN, mais toute une gamme de rapports à cette option électorale, chargée de plus ou moins de scepticisme, de conviction, d'enthousiasme. Mais la force du RN réside justement dans sa capacité à tenir ensemble ces diverses manières de pencher vers l'extrême droite. Tout à la fois protestataire et normalisé, le parti de Marine Le Pen parvient, pour le dire ainsi, à ratisser large.
comme ma recherche en témoigne. D'un côté, il conserve un aspect suffisamment sulfureux pour continuer à capter le désir de radicalité politique qui anime beaucoup d'électeurs. De l'autre, il bénéficie désormais d'une aura de normalisation qui produit des effets sur des électeurs initialement moins disposés à voter pour le RN, en les autorisant à se ranger, le temps d'une élection, à cette préférence électorale. Ce parti, parvenu à un stade avancé de dédiabolisation sans pour autant perdre son monopole sur l'extrême droite française, semble gagner sur tous les tableaux. Le lepénisme s'étend alors en tache d'huile, en agrégeant progressivement de nouveaux soutiens sans que son centre s'en voie amenuiser.